Bonjour, alors une émission un peu particulière aujourd'hui, après une attaque sans précédent à Paris, aux abords du Stade de France, du Bataclan, un bilan toujours provisoire, 129 morts, 352 blessés. On voulait analyser, décrypter, commenter ce qui s'est passé depuis vendredi soir. Parmi nos invités, alors nous avons Charles Pellegrini, consultant en gestion de risque, ancien grand flic. À vos côtés, l'imam Abdelali Mamoun, imam du Val-de-Marne, et puis Christophe Barbier, le patron de l'Express, et l'éditorialiste de Marianne, Guy Konopnicki. Qu'est-ce qu'on peut dire, Christophe 48 heures après ce drame sans précédent, est-ce que les Français ont retrouvé leur calme? Est-ce que Paris est forcément toujours en deuil? Il y a une immense émotion. Oui, il y a une immense émotion, elle va durer encore de longs jours. Il y a peut-être une stupeur qui est retombée, je crois que tout le monde était un peu saisi d'effroi. Et là maintenant, les gens regardent plus froidement, en tout cas avec un peu plus de réflexion ce qui se passe et surtout ce qu'il faut faire. C'est pas la première fois, puisqu'on est 10 mois après les attentats de Charlie Hebdo, donc on a aussi ce recul-là et on se rend compte à la fois des erreurs qui ont pu être commises en termes de surveillance et en termes de protection, et on se rend compte aussi que les gens, on l'a vu dès hier dans Paris, veulent donner un message. On continue à vivre ensemble, on ne veut pas avoir peur, on ne veut pas céder aux terroristes. En revanche, ces terroristes-là sont d'une nouvelle espèce. On entend beaucoup le mot hyper-terrorisme, il convient bien. Hein. C'est la première fois qu'on a des kamikazes sur le territoire français. C'est la première fois qu'on a l'impression que ces gens-là veulent tuer un maximum et mourir. Ils ne sont pas du tout dans une logique de prise d'otage comme à l'hypercachère, où on peut négocier, où on peut gagner du temps. Et l'erreur a été commise au Bataclan. La police attend 1h30, 2 heures avant de donner l'assaut, pensant qu'à l'intérieur, ils se barricadent. Non, ils tuaient un par un les spectateurs. Je pense que là, il y a une erreur d'analyse. Alors, François Hollande, Charles Pellegrini, vous qui connaissez bien la sécurité, a annoncé l'état d'urgence, que le président d'ailleurs souhaite prolonger. Contrôle aux frontières, 1500 soldats qui arrivent en Île-de-France, 10 000 militaires déployés dans toute la France. C'est important, faut plus. C'est important, mais le problème n'est pas là. Le problème, il est simplement de prendre des mesures réglementaires ou législatives qui permettent aux policiers ce qui s'est passé cette nuit, c'est-à-dire des perquisitions partout. On a trouvé des lance-roquettes, on a trouvé plein de choses. Et puis deuxièmement, il y a un problème avec les Français. Hier soir, ce qui m'a frappé, c'est cette manifestation d'émotion à la Bastille. Et cette panique, il aurait pu y avoir 10, 15 ou 20 morts. Si la police interdit les manifestations, c'est simplement parce que par sécurité, il y a un risque. Et là, il y a cette espèce de truc, on est en guerre, mais on n'y est pas. On sait qu'un rassemblement de... Je sais, monsieur, je sais. On sait qu'un rassemblement de foule, c'est une cible, mais on y va quand même. Je veux dire, il y a quelque chose... Je pense qu'on n'a pas encore pris la mesure de la menace. Alors Guy Konopnicki, éditorialiste à Marianne. C'est vrai qu'il y a eu le réflexe janvier, c'est-à-dire que le jour de Charlie Hebdo, tout le monde s'est précipité place de la République, et c'était tellement naturel. Et donc là, quand on dit... Bien sûr qu'on dit aux gens, état d'urgence, il ne faut pas y aller, pas de rassemblement. Il y a l'émotion, c'est les jeunes, c'est leurs copains. On a ciblé la jeunesse. On a ciblé la France qui applaudissait un arabe qui s'appelait Zinedine Zidane. On a voulu nous effacer le Stade de France, le souvenir de la France, de la diversité qui gagnait la Coupe du Monde. Et donc, ils ont voulu faire sauter le Stade de France pour nous casser ce souvenir-là. Alors, Abdelali... Et ils ont ciblé la jeunesse en allant au Bataclan et dans les cafés autour de la République. Pourquoi le 10e, pourquoi le 11e? Alors, pourquoi le 10e? Parce que ce sont des lieux de vie. C'est les anciens quartiers populaires, c'est les lieux de vie de la jeunesse parisienne qui fréquente les bars, les bistrots, les lieux de musique. Et ils sont aussi allés... Là où ils connaissaient le Stade de France, ils connaissaient le Bataclan. Il y a peut-être aussi d'autres raisons. Est-ce qu'on vise aussi cette entreprise et ce groupe rock américain? Mais vous, vos enfants jouez au Bataclan. Oui, bien sûr. Et vous aussi, votre fils? Oui. Alors, c'est important, Abdelali Mamoun, devant cette émotion, par exemple, aujourd'hui, il faut rappeler que les écoles sont ouvertes, qu'il y aura 1 minute de silence à midi. Devant toute cette émotion, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, on parle des imams radicaux, des mosquées extrémistes. Vous qui avez un discours plutôt très libéral. Oui, effectivement, après le temps de recueillement, d'affligement, de sentiments de solidarité, d'union nationale, il est temps, effectivement, de mettre en œuvre des actions de mobilisation générale.
On ne peut pas laisser l'État seul se faire front contre cette nouvelle menace. Ce n'est pas une guerre militaire où le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur va mettre et déployer simplement des militaires pour protéger les sites. La preuve, c'est que les terroristes n'ont pas ciblé des sites sensibles. Ils ont frappé tout azimut, dans la rue. Paris est-il en guerre ou pas en guerre? Je pense que c'est toute la France qui doit se mobiliser, y compris bien sûr à l'avant-garde la composante musulmane qui, elle, mais il y a peu croise de tous les représentants jours. musulmans qui prennent la parole officiellement. C'est une mauvaise organisation? Tout à fait. Malheureusement, il y a un problème d'organisation dans notre communauté. Moi, je m'étonne, par exemple, de ne pas entendre la mosquée de Paris. Oui. Qui il y a eu hier à la... C'est seulement un problème d'organisation, c'est quand même un peu inquiétant. La mosquée de Paris n'est pas française, c'est ça le problème. C'est qu'elle est algérienne. Et l'Algérie s'est dit, nous, on ne s'occupe pas des problèmes extérieurs. La mosquée de Paris fait partie du territoire algérien, il faut le dire. Oui, parce que hier, grande Mais cérémonie... il y a d'autres mosquées à Courcouronnes où ces jeunes ont ont grandi à Bondoufle, juste à côté, fréquenter la mosquée Hassan II. Vous trouvez ça normal qu'aujourd'hui des mosquées portent des noms de dirigeants d'États étrangers, etc. Nous n'avons pas d'islam de France, il y a un islam étranger. Et il y a, à cause de cela, un boulevard vacant que les radicaux ont bien sûr investi. Alors, Christophe, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Vous êtes père de famille, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants qui vont à l'école aujourd'hui? D'abord, Quel est le je pense qu'il discours qu'il faut Il ne tenir? faut pas leur cacher la vérité. Il ne faut pas leur dire il ne s'est rien passé, faites comme si de rien n'était. Je crois qu'il faut leur dire ce qui s'est passé, sans évidemment les traumatiser avec des images sanglantes, pour leur apprendre ce qu'est le monde et comment être dans la vigilance. Il faut évidemment veiller à ce que la minute de silence soit respectée. On se souvient qu'après le 7 janvier, il y avait eu des polémiques. Et puis très vite, il faut que les professionnels fassent leur travail. Les enseignants sont très psychologues. Il y a autour des établissements scolaires toujours un univers de psychologues. Et puis les cellules psychologiques. Bien sûr. Ils savent faire, et il faut qu'ils aident les parents à tenir un discours de vérité aux enfants, mais aussi à tenir un discours d'accompagnement. Ces enfants, ceux qui aujourd'hui ont 7-8 ans, quand ils seront adolescents, quand ils seront électeurs, ils seront encore dans un monde où il y aura un risque terroriste. Ça sera peut-être déplacé, ça sera plus Daesh, ça sera plus la France, ça sera encore cela. Le 11 septembre, c'était il y a 14 ans. Ces enfants n'étaient pas nés. Ceux qui avaient 7-8 ans à l'époque, ce sont des adultes aujourd'hui. Le temps passe très vite. Donc il faut leur apprendre à grandir dans ce monde. Manuel Valls appelle à l'union sacrée. Alors, tous les partis politiques ont été reçus par le président à l'Élysée. Et puis, on se rend compte que finalement, déjà, il y a des failles. L'unanimité n'est plus la même. Sarkozy durcit le ton envers le chef de l'État, pointant les failles de la politique de Hollande. Il n'y a pas d'union nationale, puisqu'on est dans une pré-campagne présidentielle. Il est hors de question pour Sarkozy de faire le marchepied à Hollande pour qu'il soit le père de la nation intouchable pendant des mois. L'organisation de la démocratie, c'est la compétition électorale. Et aujourd'hui, les gens sont critiques à l'égard du pouvoir en place. Le décalage entre les mots et les actes depuis 10 mois, c'est une réalité. Et on ne peut pas demander à un débat politique de s'éteindre parce qu'il y aurait cette union nationale. Charles Pellegrini. Moi, je voudrais dire un truc qui me frappe, c'est qu'il faut commencer en amont avant de parler de guerre, de flics, de militaires. Quand n'importe quelle personne qui dit un mot de travers, toutes les ligues sont dessus pour antiracisme, pour tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a plein d'imams, excusez-moi, monsieur l'imam, qui prêchent la violence, la haine, le salon de la femme musulmane. Et pourquoi il n'y a pas des poursuites judiciaires contre ces propos? Et il faut commencer en amont. Répondez. Je pense qu'effectivement, si toute personne tient des propos, ce qu'on appelle, qui font l'apologie de crimes ou d'atteinte aux droits de la femme ou aux droits de l'homme, il faut poursuivre ces gens-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais avant cela, il faut faire le ménage. Faire le ménage chez vous? Oui, tout à fait. Pour cela, il nous faut un conseil théologique franco-français. J'insiste sur le mot franco-français parce que malheureusement, il y a beaucoup trop d'ingérence qui vient de l'étranger. Et pour cela, il nous faut que nos imams de France s'organisent et mettre en place carrément, pourquoi pas, un conseil de l'ordre des imams, comme il existe chez les médecins ou chez les avocats. Il faut que de cela, nous, les théologiens, qui nous connaissons mieux l'interprétation et la contextualisation de nos références scripturaires, soient là pour justement être des garde-fous contre toute radicalisation. Je reviens à la politique, Nopniki. Le président, tout à l'heure, à 16h, devant le Congrès, les sénateurs et les députés s'adressera donc à l'Assemblée, à ce Congrès et à la France. Que peut-il faire? Que peut-il dire? Moi, je crois que quand même
à l'intérieur, son champ d'action est relativement limité parce que, comme l'a dit Christophe Barbier tout à l'heure, effectivement, nous avons 2 campagnes électorales devant nous. Il est normal que la démocratie fonctionne. Maintenant, l'Union nationale, face au danger, devrait quand même rassembler les partis de l'axe républicain. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les attentats sont en France, il y a quelques principes, une charte de valeurs auxquelles tout le monde doit adhérer, et dans l'action, il faut savoir à quel moment on a le droit de critiquer le gouvernement et à quel moment on est plus prudent. C'est quand même... Il va s'adresser aux partis politiques, et là, c'est pas de la politique politicienne, mais il y a un moment, il faut être tous ensemble pour lutter contre le terrorisme, pour soutenir les opérations extérieures et est-ce qu'il va intérieures. annoncer des mesures de riposte qui ont d'ailleurs déjà commencé? Alors, d'abord, la riposte a commencé puisqu'il y a des opérations de police partout depuis cette nuit. Il y a des choses... on découvre des choses... Alors, évidemment qu'on est étonné. On a envie de dire à la fois, il faut soutenir ça, et en même temps, on est tout de suite critique en disant, mais enfin, vous saviez que là, il y avait les kalachnikovs, là, il y avait les roquettes, là, il y avait les bombes, et vous y allez quand ça a pété, pourquoi vous n'y êtes pas allé avant? Évidemment qu'on a envie de dire ça. Et donc, il est normal que l'opposition, ou même des députés de la majorité, posent la question à un moment au gouvernement, en disant comment ça se fait que vous arrivez à trouver... Il y a l'histoire des fiches S, vous avez vu qu'une partie des terroristes identifiés étaient fichés. On venait de renouveler sa fiche, les autres, ils avaient été contrôlés à la frontière le matin. Donc il y a quand même des questions qu'on se pose, évidemment. Est-ce que le gouvernement a été assez loin dans les mesures de sécurité? Il y a une question importante que je veux vous poser. Mais il faut remonter un peu en amont. Quand Mme Taubira est arrivée au gouvernement, elle a décrété une politique, elle a le droit de la décréter, sauf que c'était une politique qui ne pouvait pas produire des effets sécuritaires. Bon, à partir de là, elle a le droit de la proposer, elle a été votée par le Parlement, c'est pas Mme Taubira toute seule, ça ne pouvait pas produire des effets sécuritaires. On s'aperçoit maintenant qu'il faut prendre d'autres mesures beaucoup plus drastiques, et je ne fais pas de politique. Donc, si vous voulez, le problème, c'est pas il y a des failles. Oui, il y a eu des failles, il y a des failles partout. Mais le problème, c'est de faire passer un message fort. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'inciter à la haine dans les mosquées. On n'a pas le droit de... Voilà. Et ça, ce message n'est pas passé. Alors, mais sur les mesures Taubira, je ne pense pas que c'est un rapport direct. Parce que essayer de repenser notre politique pénale, dire on va essayer d'insérer les gens, utiliser le bracelet électronique, travailler autrement, plutôt que les entasser dans les prisons, où je vous signale quand même que les imams ont plus d'influence que les éducateurs du ministère de la Justice, et pas les bons imams, pas vous, évidemment. Les prisonniers entre eux. C'est les prisonniers entre eux, les imams autoproclamés, ces choses-là. Donc c'est l'idée de désengorger les prisons et d'essayer de travailler autrement la politique pénale. Je pense pas que ça soit l'origine de la catastrophe. On n'a pas fait de différence entre les droits communs et les autres. Mais en revanche, étant d'un journal qui se bat, alors depuis même l'époque de j'en profite, je vous interromps, c'est la une de Marianne qui sort aujourd'hui. Pour défendre la laïcité, nous nous faisons traiter d'islamophobes, nous avons des portes fermées, nous connaissons ça. Quand nous disons, on avait fait une enquête, mon ami Martine Gozlan avait fait une enquête il y a déjà une dizaine d'années sur ce qu'on trouvait dans les librairies coraniques à Paris, rue Jean-Pierre Timbaud, où on trouvait toute la propagande, toute la propagande intégriste qui prépare le terrorisme. On trouvait des livres antisémites, on trouvait absolument tout. Rue Jean-Pierre Timbaud à Paris. On revient au fait. Christophe Barbier, parmi les mesures annoncées, certains, j'ai entendu parler, vous pourrez aussi réagir, d'une garde nationale, comme il en existe aux États-Unis. Les 28 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne devraient se réunir vendredi à Bruxelles. Est-ce que tout ça, c'est des mots? C'est utile? Non, c'est utile d'abord de jeter des idées, et ensuite il faudra prendre des décisions. Il va de soi que sur la circulation à l'intérieur de l'espace Schengen et sur les frontières extérieures de l'espace Schengen, on est en échec. On l'était face à la migration économique depuis des années, on l'est face à la migration politique depuis quelques mois, depuis l'affaire syrienne, et on l'est face à la migration terroriste, si tant est qu'il apparaisse que des terroristes ont profité des migrants pour se glisser parmi eux. En revanche, il faut faire attention à bien adapter notre organisation au risque. Quand on a des terroristes aussi entraînés, déterminés que ceux qu'on a vus vendredi soir, qui sont là pour mourir
après avoir tué. Une garde nationale, c'est leur fournir des victimes en plus. Regardez les pauvres vigiles du Bataclan, ils n'ont pas été incapables, évidemment, de les empêcher de rentrer. Il faut faire attention à ne pas donner l'impression qu'on se rassure parce qu'on est dans un vigipirate bleu, rouge, orange ou marron foncé, alors qu'en fait, c'est pas ça la bonne mesure. La bonne mesure, c'est de les arrêter avant. Et donc, c'est plus de renseignements. Peut-être qu'il faut réorganiser le renseignement. On a peut-être trop bricolé nos organisations. Certains plaident pour le retour au renseignement des renseignements généraux, les bons vieux RG, c'est-à-dire de l'infiltration humaine et de l'infiltration humaine surtout. Par exemple, parce que plutôt que de la surveillance d'Internet ou de la surveillance des téléphones où ils arrivent toujours à passer à côté. Deux choses, la garde nationale et d'autre part la filière belge. Alors la garde nationale, c'est une utopie. Moi, je suis d'accord avec Christophe Barbier, je ne vais pas reprendre. D'accord. C'est ajouter ça à ça. La filière belge, la Belgique, par sa position géographique, elle est au centre de trafic de stupes, de contrefaçon, de tout. Et tout naturellement, les mêmes moyens techniques et humains qui servent pour ça, donc elle est au centre. C'est normal. En plus, ce quartier de Molenbeek, bon, tout le monde en a parlé, il est inutile que j'y revienne. Moi, ce que je crois vraiment, c'est d'une part faire passer un message fort. Vous avez parlé de la librairie Timbaud. Si ça avait été une librairie d'extrême droite, tout le monde serait tombé dessus. Ce sont des dizaines, il faut le savoir. Hein. Pardon ? La rue Jean-Pierre Timbaud, c'est pas une librairie, c'est au moins une dizaine de librairies qui se trouvent sur faire métro Couronne. Faire passer un message fort. Deux, les services de renseignement. On l'a fait dans une bonne idée de rassembler face au renseignement intérieur. Apparemment, il y a quand même un déficit de renseignement intérieur. Les RG, il faut les reprendre. Les RG, ça suscite des fantasmes, mais ça sert aussi à beaucoup de choses. Pour la grande prière, c'est vendredi prochain, la grande prière. En un mot, qu'est-ce que vous direz Écoutez, nous prendrons bien sûr position claire et nous, bien sûr, sensibiliserons nos coreligionnaires à faire bloc uni avec la communauté nationale et expliciter bien sûr que nous sommes dans le même camp. Nous sommes des républicains, nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour la liberté d'expression. Ça, il faut le dire haut et fort, on ne le dit pas assez. On le dit pas assez fort, malheureusement, dans nos mosquées. Il y a un discours spirituel, certes, mais il doit y avoir aussi associé à cela un discours de tolérance, un discours de respect des choix des autres. Christophe Barbier. Face à l'islamisme idéologique, il y a bien entendu une action à mener, une action répressive. Ce sont les librairies qui peuvent faire du prosélytisme, ce sont les imams que Manuel Valls a déjà dénoncé hier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a en effet la nécessité d'une réorganisation de l'islam de France, sinon on va donner l'impression aux musulmans qu'ils sont tous suspects. On va créer de l'islamophobie. Il faut en même temps dire l'islam de France c'est formidable, ça a toute sa place, simplement on va l'organiser. Et ça c'est au ministre des cultes de prendre l'initiative, c'est-à-dire Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, de réunir les interlocuteurs, de leur dire on va plus fonctionner comme avant, le CFCM a des qualités mais il a des défauts, la mosquée de Paris et tout l'islam diplomatique, si j'ose dire, pose des problèmes. On va se mettre ensemble pour réorganiser un islam de France. Le problème c'est qu'il y a une tentative qui s'appelle l'instance de dialogue qui a réuni au mois de juin dernier. Mais en premier rang, c'était tous les membres du CFCM qui ont fait bloc commun avec leur diplomatie étrangère pour justement continuer à avoir le monopole de la gestion de l'islam de France via une ingérence extérieure. Malheureusement, ce sont des intérêts économiques, mais il faudra choisir demain entre les intérêts économiques et la sécurité des citoyens. Alors en même temps, il y a la loi de 1905, il y a la séparation de l'Église et de l'État. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut faire rentrer ça dans ce cadre-là. Il ne s'agit pas d'écrire une religion officielle qu'on imposerait aux fidèles. Oui, Konop. C'est-à-dire que c'est vraiment le serpent de mer, l'organisation de l'islam de France. Je me souviens du discours de Chevènement disant maintenant on va organiser l'islam de France. Ensuite Nicolas Sarkozy qui dit je précipite le mouvement. Il se retrouve avec les plus radicaux et effectivement avec les imams non français qui sont propulsés par la base, parce que ça a été comme ça, parce qu'il y a eu des élections absolument catastrophiques. Ensuite, vous essayez de tenir ça... pas des élections, ce sont des grands électeurs qui sont vous essayez de tenir ça par c'est absurde. Par la mosquée de Paris, mais il y a un moment, il y a les porte-paroles, personne ne les entend plus, parce qu'ils tiennent... C'est une telle langue de bois, quand on entend le conseil du culte, le représentant du conseil du culte, qui se sent obligé de faire la déclaration attention les républicains c'est une telle langue de bois que Paris sous l'émotion, entendre ça. Paris sous l'émotion, Paris en deuil. Il faut bien sûr que les Parisiens retrouvent leur vie quotidienne, vous êtes d'accord? Mais est-ce que, par exemple, on peut craindre d'autres événements de ce type, d'autres attentats de ce type? On peut les craindre, je dirais, alors vraiment avec l'humilité, pas tout de suite, mais on peut les craindre. Mais moi, je reviens une seconde. Il y a 160 morts.
et peut-être d'autres qui vont venir, il faut absolument faire quelque chose. Diplomate, pas diplomate, il faut faire quelque chose, il faut marquer un signe fort qui dit que les musulmans, les imams sont français. Je suis complètement d'accord avec votre discours. Maintenant, il faut que ça passe dans les cœurs et dans les têtes de vos fidèles. Sauf qu'il y a aussi des facteurs extérieurs qu'il ne faut pas négliger. Oui, je sais. Faire front commun dans la nation, c'est important. Mais il faut aussi un front international commun. Oui. La France ne peut pas s'afficher comme shérif du monde et s'afficher comme étant le seul à l'avant-garde, c'est-à-dire devant la ligne de front contre Daesh en Irak. Il faut qu'elle se fonde dans une coalition internationale. Il ne faut pas que Daesh puisse penser que leur seul ennemi, c'est la France. Donc ça serait une cible facile et simple. Nous sommes un pays, nous sommes d'une passoire en France. Non, on peut faire entrer tout et n'importe quoi. Des terroristes peuvent rentrer n'importe quand et tuer n'importe où et n'importe comment. Mais le problème, mais si par contre la France se fond dans une coalition internationale, ils ne seraient plus où cibler leurs représailles. Et à ce moment-là, ces gens-là penseraient d'abord que leur victoire est impossible et que parce qu'ils combattent le monde entier. Alors, je vous arrête un instant, on va revenir un petit peu à la politique. Et, bon, la campagne des régionales va reprendre forcément, Christophe. Oui, elle va reprendre avec un ton et des manifestations différentes. Il n'est pas question de tenir des meetings qui ne puissent pas être sécurisés. Il n'est pas question de faire des événements festifs. Un leader politique me disait qu'il annulait son Beaujolais nouveau, évidemment, pour la fin de semaine. Marine Le Pen a été reçue à l'Élysée, c'est nouveau ça. Marine Le Pen et quelques autres dirigeants ont été reçus. C'est pas la première fois, mais il y a eu cette concertation des partis. Alors ils ont réclamé évidemment la fermeture des frontières et autres mesures que le gouvernement ne veut pas retenir, mais le dialogue s'est passé. Il va de soi que pour les régionales, le Front National peut suspendre sa campagne. Il ratisse les voix maintenant sans aucune difficulté. Est-ce que c'est raisonnable d'organiser la COP21 dans quelques semaines? Oui, bien sûr, c'est raisonnable et c'est nécessaire. Il faut absolument que ce sommet de chefs d'État se tienne. D'abord parce que les enjeux climatiques demeurent. Il ne faut pas laisser les terroristes enrayer cette machine-là. Ensuite parce que ça va servir un peu de 11 janvier, si j'ose dire, bis. Il va y avoir des dizaines de chefs d'État à Paris. Ils vont parler climat, mais ils vont évidemment manifester leur solidarité. En revanche, il est assez sage, je pense, de ne pas tenir les grands rassemblements de foule. Vous savez, il y avait un grand défilé de 800 000, ça, 1 million de personnes qui était prévu. Prudent, je pense que là, c'est offrir une Alors, lorsqu'on écoute le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, il a déclaré il exige une guerre totale, une sécurité maximale et une concorde sans faille. Oui, enfin, les deux premiers items, ça demande beaucoup d'argent. Et la concorde sans faille sera le fruit non pas de la mobilisation, mais de l'efficacité de cette mobilisation. Si on a demain l'impression que les moyens policiers et militaires sont suffisants, qu'on arrête les gens avant qu'ils passent à l'acte, quels que soient les moyens utilisés, le fichier S ou d'autres, là les gens se diront oui, concorde autour d'un État efficace. Il se trouve que depuis 10 mois, on n'a visiblement pas tiré toutes les leçons, puisqu'on a réussi à se faire contourner par un commando de 8 personnes. Mais les mercredi, on nous disait, regardez, c'est formidable, on a arrêté un type qui à Toulon s'était fait livrer un couteau par Internet, il voulait attaquer la base de Toulon. Mais de qui se moque-t-on? Si c'est ça l'efficacité des services, arrêter ce type-là, laisser passer les 8 autres, on a un vrai problème. Mais les experts annonçaient des risques d'attentats. Non, on avait une base qui était très inquiète. Marc Trévidic l'avait dit, le juge Trévidic, et on avait une hiérarchie politique et de l'État administratif qui nous disait mais non, n'ayez pas peur, on fait quand même ce qu'il faut. Donc il faut maintenant ajuster ce discours. Emmanuel Valls a commencé ce matin. Valls ce matin dit ça va recommencer. Non mais ça c'est vrai, mais en plus il y a un problème qui est la conséquence de la Ve République. C'est-à-dire qu'on est en guerre. Le président décide seul, il n'y a pas de véritable débat au Parlement. La France s'engage pratiquement sans parole. Mais il y aura un débat tout à l'heure au Congrès à Versailles. Sans vote, mais au moins il y aura un débat. Au moins, mais attendez, il nous faut 130 morts pour avoir un débat. Il y aura une loi d'urgence, on a très peu eu de débats publics, d'intervention du président, du Premier ministre, disant voilà pourquoi la France s'engage, qu'est-ce qui se passe dans le monde, pourquoi on est en train de combattre cet État islamique autoproclamé qui s'appelle Daesh. Est-ce qu'on l'a dit? Non. La politique étrangère est considérée comme un domaine réservé. La politique de défense est un domaine réservé. Résultat, c'est très peu dans le débat politique. C'est très très peu dans le débat politique. Et les gens qui en profitent en politique, c'est ceux qui sont hostiles à toutes les interventions de la France. C'est les gens qui sont... C'est l'extrême droite de l'entre-deux-guerres. Elle était germanophobe, mais... On s'est aperçu après qu'elle détestait plus la République que les Allemands quand ils étaient en uniforme. Et là, je pense qu'on a une chance d'avoir la même chose. Bon, alors attendez, maintenant on va se poser des questions très simplement. 3 jours après ces affreux attentats,
comment le Parisien doit se comporter? D'abord, est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut être prudent? Est-ce qu'il faut regarder derrière soi? Non, mais la réponse est non. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être parano, il ne faut pas prendre des mesures qui soient anxiogènes. Moi, je suis consultant pour des compagnies aériennes. Ça fait des mois que je leur dis que le risque est dans les transports terrestres, dans les rassemblements de foule. En revanche, il faut arrêter. Hier soir, j'entendais quelqu'un qui disait « mais il ne faut pas qu'on s'avance vers des lois liberticides ». Mais ça veut dire quoi? Les 150 morts, ils s'en foutent des lois liberticides. Il faut qu'on puisse arrêter avant les gens qui vont commettre des attentats. Et les services le savaient. Ils n'étaient pas connus, ceux-là, mais ils en avaient connu d'autres qui étaient capables de le faire. Ouais, alors 1500 militaires en Île-de-France, en plus, c'est suffisant ou c'est une goutte d'eau? Écoutez, ça, c'est relever le niveau des sacs de sable, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est des mesures qui permettent aux policiers de pouvoir aller au-delà de ce qui est fait maintenant. C'est-à-dire que Ismaël, j'ai oublié son nom, était radicalisé à Chartres en 2010. Il faisait l'objet d'une FICES. Si on avait pu, à un moment ou à un autre, le retenir, entre guillemets, le temps d'examiner tous ces... Vous voulez dire par là que la justice est encore trop laxiste? Mais pas laxiste, j'aime pas ça, ça fait la polémique. Les lois et règlements qui permettent l'action de la police ne sont pas assez durs. Voilà, c'est tout. Ça. Mot de la fin? Eh bien, si l'état d'urgence est prolongé pendant plusieurs mois, il faudra une loi qui modernise aussi cet état d'urgence. L'autoriser et le moderniser, ça permettra peut-être de répondre à cette demande. Qu'est-ce que vous diriez du moral des Français? Moi, je pense qu'il y a plutôt une bonne réaction. Une bonne réaction des gens. J'ai l'impression que les gens ne sont pas... ils sont choqués, c'est terrible, il y a une vraie tristesse. Il n'y a pas un désespoir. Il y a quelque chose d'assez fort qui s'exprime. Maintenant, il y a... évidemment des dangers venant de tel ou tel démagogue, c'est clair, dans une situation comme ça. Après, le problème, qu'est-ce que vous voulez? Même si on renforce les moyens de prévention, il y a un moment, on ne peut pas mettre les gens en prison pour longtemps parce qu'ils auraient envie ou prévu de commettre un attentat. C'est comme ça, on est en état de droit. Vous qui connaissez Et la on doit sécurité... le défendre, cet état de droit. Le mot de la fin? Le mot de la fin, il faudra choisir. Moins de liberté, plus de sécurité. Il faudra choisir. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je pense qu'il ne faudra pas tomber dans la stigmatisation de la communauté musulmane. Et dès qu'on verra un voile ou une barbe, tout de suite suspecter un danger, il faudra faire attention avec ça. Merci. Parce qu'effectivement, Merci là, à on vous. pourrait tomber dans l'islamophobie. En tous les cas, à tous les quatre, merci. Je vous présente la couverture de l'Express. Ça, c'est l'édition.